L'arrivée de ces hommes en uniforme de Côte d'Ivoire sur notre territoire national le 10 juillet nous a tous pris par surprise. Et je remercie d'ailleurs et salue la mission qui a fait l'effort de transparence en répondant à beaucoup de questions que nous avons soulevées. Mais je crois que cette question a été aussi un réveil brutal pour le Mali. Un réveil brutal parce que nous avons pensé qu'un détachement de forces étrangères ne peut pas arriver sur le territoire malien sans information préalable, sans accord du gouvernement, sans pouvoir communiquer la liste de matériel. Et nous comprenons que ce contingent n'a absolument rien à voir avec ni le contingent régulier des Nations Unies, ni les éléments nationaux de sécurité qui sont indiqués ici et là. Et dès lors que cette présence est jugée illégale, elle est donc attentatoire à la souveraineté de l'État malien. Conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Vous savez, l'ONU en ce moment-là est vraiment... Les gens sont sur eux. Au Congo, là-bas, il y a vraiment des manifestations. Vous comprenez, non, là-bas. Et ça fait que même, il y a eu des personnes même qui sont blessées. Plus d'une 50aine blessées. Plus de 5 morts, tout ça, là. Ça, c'est au Congo. Donc, en ce moment-là, le représentant adjoint de l'ONU, ça veut dire celui-même qui est chargé des affaires, Jean-Pierre Lacroix, voilà. Il est là en ce moment-là en Afrique. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a trop de choses qui se passent en ce moment-là. Donc, il est au Mali en ce moment-là. Et les amis, ce dernier est au Mali. Et donc, maintenant, il a parlé. Il a répondu à une série de questions. Parce que les gens se sont dit, est-ce communiqué même où ils ont dit que non, on ne reconnaissait pas les 49 mercenaires ivoiriens. Est-ce que c'est réel, tout ça là? Donc, lui-même, il s'est déplacé pour venir parler. Lui-même, il s'est déplacé pour venir répondre aux questions. Il y avait plein de journalistes qui étaient là. Donc, lui-même, il s'est déplacé pour venir répondre aux questions. Donc, je vous laisse écouter le compte rendu, voilà, du ministre des Affaires étrangères, là. Yeah! Il a fait le point, les amis. Bon, mais il y a honte. Quand il y a ça, mais il est mal à la tête. Il est mal à la tête. Mais en même temps aussi, j'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il y a nos prisonniers politiques en ce moment au pays, comment ils sont traités. Vous comprenez? Donc, je vous laisse écouter, voilà, le ministre des Affaires étrangères et on se parle à la fin. Par surprise, et je remercie d'ailleurs et salue la mission qui a fait l'effort de transparence en répondant à beaucoup de questions que nous avons soulevées. Mais je crois que cette question a été aussi un réveil brutal pour le Mali. Un réveil brutal parce que nous avons pensé qu'un détachement de forces étrangères ne peut pas arriver sur le territoire malien sans information préalable, sans accord du gouvernement, sans pouvoir communiquer la liste de matériel. Et nous comprenons que ce contingent n'a absolument rien à voir avec ni le contingent régulier des Nations Unies, ni les éléments nationaux de sécurité qui sont indiqués ici et là. Et dès lors que cette présence est jugée illégale, elle est donc attentatoire à la souveraineté de l'État malien, comme à la sûreté de l'État malien. C'est pourquoi un certain nombre de mesures ont été prises. Et je crois que la façon dont ces choses se sont passées, et vu que la Côte d'Ivoire, en tout cas, a indiqué qu'elle était venue sous couvert des Nations Unies, a suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup d'appréhension de notre part. Et je crois que nous, avec les Nations Unies, nous reconnaissons qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui nous amènent à pouvoir mettre en place un certain nombre de procédures et de protocoles qui nous permettent vraiment d'avoir la confiance et la fiabilité nécessaires sur ces opérations. Donc il y a eu plusieurs dysfonctionnements que nous avons relevés sur la question de ces équipes nationaux de soutien.
D'abord, je crois que si on regarde les règles même des Nations Unies, c'est que les équipes nationales de soutien sont déployées en soutien au contingent des pays en question. Et les contingents ivoiriens sont à Mopti, ils sont à Tombouctou, et ils ne sont pas déployés. Là-bas, ils sont plutôt déployés à Bamako. Ce qui est une première entorse que nous avons soulevée. Et d'après les informations qui nous sont parvenues aussi de la part des Nations Unies, il se trouve qu'on n'a pas d'informations sur le lien contractuel entre le contingent ivoirien, en tout cas où les soldats qui sont arrivés, et la troupe allemande. Bon, ça aussi, c'est vraiment une difficulté. C'est quelque chose qu'il va falloir régler parce que cela veut dire qu'on n'a même pas de cadre légal clair entre la compagnie aérienne en question, les forces ivoiriennes et la mission des Nations Unies. Et troisième élément qui a été aussi souligné, les équipes nationales de soutien sont prises en charge pas par les Nations Unies mais par le pays qui les envoie. Et dans le cas de figure, on se rend compte que cette force est payée par une partie tierce, même une société privée. Et même s'ils étaient payés par les Allemands, je crois que ceci constitue une entorse par rapport aux règles des Nations Unies. Et l'autre question, je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments et de formalités, parce que les équipes nationales de soutien, je tiens à préciser devant vos caméras, ont essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. S'ils doivent avoir des armes, ça doit être des équipements individuels de protection et non des armes de guerre. Je crois que dans le cas de figure, ça veut dire qu'on est sorti totalement de tout ce qui peut s'approcher à ça, même si c'était le cas. Mais je dois dire que malgré tout ce qui s'est passé, je crois que la question touche aux relations entre le Mali et un pays voisin, frère. Cette question, je ne vais pas aller plus en détail dans la définition ou la qualification de ce qui s'est passé, puisque la justice malienne est saisie. Elle fera son enquête. Nous souhaitons que les Nations Unies et toutes les parties prenantes puissent nous aider à élucider ce qui s'est passé par rapport à cela. Mais en parallèle à ce processus judiciaire, le Mali a toujours indiqué qu'il était ouvert aussi pour le dialogue, pour un règlement pacifique, parce que nous voulons entrer en guerre avec aucun pays voisin par rapport à cela. Et c'est dans ce cadre-là que je dois dire que le Mali a été doublement sollicité dans cette affaire. Le Mali a été doublement sollicité par rapport à une médiation, et le Mali a accueilli favorablement la médiation de la République togolaise, et nous travaillons dans ce cadre-là, mais je crois que des informations, ou en tout cas le langage diplomatique n'a pas permis de restituer les choses dans leur contexte, mais à cette double sollicitation, nous avons marqué notre préférence pour la médiation togolaise, et les discussions se poursuivront à ce niveau pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver une solution à ces questions. Frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier, et tout le monde regrette cette situation, et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Eh oui, effectivement, il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on attend la suite. On attend la suite. Voilà, ONU est venu encore confirmer encore. Yeah! Cette fois-ci, c'est pas par écrit, c'est-à-dire que c'est de vive voix même. Tcha. Alors là, c'est compliqué. Es muy complicado. Donc, les amis, sur ce, moi, je vous laisse une de prière vraiment pour notre pays. Moi, je dis prions beaucoup pour nos prisonniers, surtout les prisonniers politiques là. Voilà, parce qu'ils n'ont pas demandé à être là-bas. Ils n'ont même pas demandé à être là-bas. C'est à cause d'un combat qu'ils sont là-bas aujourd'hui. Ils sont en prison. Donc, sur ce, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens, et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. Ciao. On va faire le compliqué. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens.
Oh léléya, mambo, oh léléya, mambo, oh léléya, enfant ivoirien.